puisque nous avons une période extrêmement pénible pour les colonies. L'année dernière, à cette époque, nous étions en train de faire la mise en pot de notre première récolte et cette année, nous nourrissons nos abeilles. Alors, ce n'est pas un événement exceptionnel hein, dans l'histoire de l'abeille, il y en a eu des événements de ce type. C'est plutôt pour l'apiculteur que c'est gênant parce que notre objectif, c'est quelque part de la production de miel, même si beaucoup d'apiculteurs aiment avoir des abeilles comme on aime avoir un chat, ça ne produit pas grand-chose. Peu importe, de temps en temps, on est content de les voir. Mais si par hasard, on peut avoir un peu de miel, pourquoi pas? Donc, ce qu'il faut bien avoir en perspective, c'est que le miel que nous récoltons n'est qu'un excédent par rapport à la production et la consommation normale des abeilles. Donc, cet excédent de miel, c'est le résultat d'une colonie qui a connu un excédent de butineuses. Donc, notre stratégie en tant qu'éleveur, puisque nous sommes des éleveurs au sens le plus fort du terme, notre stratégie en tant qu'éleveur, ça va être de produire cet excédent d'abeilles, tout en permettant une récolte qui nous intéresse et qui nous permette d'assurer néanmoins de bonnes conditions d'hivernage. On ne va pas saigner nos colonies au point alors, qu'est-ce qu'il veut ce monsieur? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur le comte? Bon, allez, hop, on va retirer. Alors, voilà, ok. Donc, nous sommes dans une situation où cette période de froid, de gel, de pluie que nous connaissons depuis un certain nombre de semaines en métropole, et je parle de métropole parce que parmi vous, il y en a qui sont au Canada, qui sont aux Maldives, à la Réunion, à la Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions. Mais nous avons connu une période qui nous a interdit en réalité de faire des récoltes conséquentes sur les fruitiers, sur le colza là où il y en a. Nous avons maintenant, dans ma région en tout cas, rien sur l'acacia. Peut-être que plus au nord ce sera possible, mais pour l'instant chez nous c'est fini, c'est terminé. Et un de mes collègues, qui est notre président du groupement d'action sanitaire apicole du Rhône, Jean-Luc Lépine, a des balances sous ses ruches et celle qui est située dans Lyon, enfin dans la métropole plus exactement, a perdu en 30 jours 22 kilos. Donc c'est énorme, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de récolte pour nous et pour autant les colonies souffrent parce qu'elles n'ont pas assez à consommer alors qu'elles ont été très très nombreuses. Nous avions des belles colonies. Fin mars, début avril, on avait de très très belles colonies. Donc, l'abeille vivant 45 jours en moyenne, à cette époque de l'année, nous avons eu de très belles colonies, de très grosses populations au mois de mars et courant avril. Et comme aujourd'hui, elles n'ont plus assez à manger, la régulation normale et naturelle des colonies, c'est que ne nourrissant plus conséquemment la reine, elle se met à beaucoup moins pondre. Et dans 40 jours, eh bien, la plupart des abeilles que nous avons aujourd'hui disparaîtront. Et si elles n'ont pas été remplacées par un surcroît d'abeilles que nous allons faire fabriquer, eh bien, au mois de juin, pour les périodes d'été, pour les miellets d'été, nous n'aurons rien. La deuxième chose, c'est que vous le savez, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas un scoop, vous en avez tous l'expérience. L'alternance des périodes chaudes et des périodes froides fait que nous avons à un moment donné, avec une belle période de rentrée de nectar et de pollen, une extension du couvain qui est considérable. Lorsque le froid arrive, les butineuses sortent beaucoup moins, butinent beaucoup moins longtemps, les fleurs sont moins présentes aussi, et le résultat, c'est que la ponte de la reine se diminue et on se met à avoir une surface de couvain fermé qui devient supérieure à la surface de couvain ouvert. Et ça, c'est la source d'essaimage, puisque vont naître en masse des nourrices qui n'auront pas de nouvelles larves à entretenir, et donc elles sont prêtes à essaimer. Alors voilà un schéma qui nous a été fait par une de nos stagiaires et collaboratrices maintenant, Tania Langon.
qui synthétise, qui essaye de présenter rapidement l'évolution d'une colonie au cours de la saison. Donc, on démarre en janvier dans une colonie qui a environ 10 000 abeilles qui vont croître en nombre jusque courant juin. Et à partir du mois de juin, on va avoir une décroissance de la population. C'est tout à fait compréhensible puisque cette population, en fait, va se développer sur les grandes floraisons et qu'à partir du mois de juin, on va avoir les grandes chaleurs, les floraisons d'été, certes, mais ensuite, ces floraisons vont passer et on va avoir des périodes caniculaires. En plus, actuellement, nous connaissons d'énormes périodes caniculaires. Donc, on a une décroissance des couvains qui se traduit par une décroissance des populations. Donc, notre travail à nous se situe ici, dans cette période-là, faire démarrer les colonies, accélérer le autant que l'on peut la croissance des populations pour avoir ensuite une population suffisamment importante pour qu'en fin de saison, nous puissions hiverner des grosses colonies. Si on hiverne de très grosses colonies et qu'elles puissent passer un hiver correctement, ça nous permettra de démarrer en courant d'hiver, de démarrer nos actions apicoles de façon à avoir une accélération très rapidement de la croissance de notre population. Alors, ce que j'ai noté ici et ce que Tania a reporté, c'est qu'on fait, dans la période de la croissance de population, on fait les essaims artificiels, donc grosso modo jusque vers le mois de juin, la fin du mois de juin, et c'est la période où effectivement les colonies peuvent fabriquer de la cire en quantité, trouver un espace pour s'installer et puis, à partir de là, construire une population et faire les réserves pour passer la morte saison. Les essaimages tardifs et les essaims que nous ferions à partir du mois de juillet, mois août et mois de septembre, sont des essaims qu'il faudra fabriquer artificiellement avec beaucoup de populations. Sinon, les populations ne sont pas assez importantes pour passer l'hiver. Et au printemps suivant, en fin d'hiver suivant, nous aurons des difficultés pour les faire grossir rapidement et avoir des butineuses en nombre sur les mielés de printemps. Ensuite, nous avons des périodes de récolte. Alors là, j'ai mis un point d'interrogation parce que cette année, ce n'est pas tout à fait le cas. Aurons-nous une récolte ensuite en juillet, pardon, on l'espère. Et donc, si on veut avoir une récolte en juillet, il faut que nous travaillions ici le développement de nos colonies. Et puis ensuite, nous aurons les traitements contre varroa fondamentaux qu'il faut faire le plus vite possible après la récolte et peut-être même qu'il serait souhaitable qu'on en fasse dès maintenant. On a des ruptures de ponte, on a des populations qui essaiment, on a des essaims qui n'ont plus de couvain. C'est le moment de traiter, notamment à l'acide oxalique, puisque là, on a un rendement qui est exceptionnel dans ces conditions-là. Alors, actuellement, dans mon propos, il y aura un discours qui va être toujours sur deux registres. Le registre qui est aujourd'hui, dans les circonstances présentes, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Et puis aussi un registre plus général sur le nourrissement. Comment est-ce qu'on nourrit? À quel moment on nourrit? Pourquoi faire? Est-ce qu'on va nourrir? Alors, cette interrogation que nous avons aujourd'hui, elle va porter sur ce qui va se passer dans 40 jours. Hein, vous connaissez cette règle des 40 jours que vous voyez courir dans les manuels et dans les enseignements. C'est si vous voulez faire une grosse récolte sur les fruitiers ou sur le colza ou sur l'aubépine, eh bien, il faut que vos colonies soient énormes à ce moment-là. Il faut que vous ayez des butineuses en masse. Donc, ces butineuses, il faut les préparer 40 jours avant. 40 jours avant, si l'aubépine, par exemple, est au 15 avril, eh bien, il est évident que 40 jours avant, eh bien, ça vous amène début mars. Donc, début mars, vous devez travailler vos colonies pour arriver à avoir des populations importantes aptes à butiner au mois d'avril. Eh bien, aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose. Nous avons des colonies qui ont été fortes, qui se sont effondrées dans bien des situations, dans bien des cas, et nous devons travailler nos colonies pour qu'au mois de juin, dans 40 jours, eh bien, nous ayons de quoi commencer des récoltes pour l'été. Alors, on va nourrir, et la conséquence du nourrissement, c'est un risque sur les sémages. Et là, je vous donnerai quelques trucs simples pour pouvoir régler ce problème ou éviter ce problème. Alors, nous l'avons déjà traité, et Pierre Sellier nous a fait un très beau webinaire sur la division des colonies et
Alors, voilà. Nous avons eu un webinaire sur la division des colonies. Et donc, je ne reprendrai pas ce passage, mais voilà la thématique sur laquelle nous allons commencer, c'est pourquoi est-ce qu'on nourrit? On nourrit pour avoir des abeilles qui soient en bonne santé. En bonne santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles soient correctement chauffées. C'est fondamental. C'est fondamental pour le temps des nymphoses. Il faut que les abeilles soient suffisamment nombreuses et en capacité de produire beaucoup de chaleur pour que la nymphose se fasse à 35 degrés. Si ce n'est pas 35 degrés, les nymphoses sont imparfaites et les abeilles qui vont naître seront déficitaires. Il faut que le nourrissement permette la constitution des corps gras, c'est-à-dire ces réserves de protéines qui sont fondamentales pour la vie de l'abeille tout au long de son existence, mais qui sont formées, qui sont constituées uniquement à l'état larvaire. C'est-à-dire que la qualité de la nourriture à l'état larvaire va définir et déterminer ce que seront les abeilles de demain. Or, la qualité des abeilles à l'état larvaire est acquise par la qualité des abeilles nourrices. Si des abeilles nourrices, pour des raisons environnementales, n'ont pas assez de pollen ou de protéines sous d'autres formes pour nourrir les larves, elles vont engendrer une génération de mauvaises nourrices. Et ces mauvaises nourrices, à leur tour, vont engendrer une génération de mauvaises nourrices, même si les conditions environnementales changent, même si on leur apporte des compléments alimentaires. On va engendrer un système de reproduction déficitaire si nous n'intervenons pas suffisamment en amont lorsque les conditions environnementales deviennent défavorables. Alors, cette réflexion sur les protéines est centrale. Alors que nous savons donner du sucre, nous savons apporter du sirop, qui est aussi fondamental, puisque je vous rappelle ce que Jürgen Totz dit dans son ouvrage L'étonnante abeille, entre les 2/3 et les 3/4 du nectar collecté, du sucre récolté par les abeilles, est utilisé pour chauffer. Donc, le nectar, le miel, il l'appelle un combustible. Aline Kayas, qui a écrit des ouvrages d'apiculture entre la Seconde Guerre mondiale et 1975, a utilisé le terme de charbon. Il disait le miel est du charbon, c'était le combustible de l'époque pour se chauffer. Donc, pour beaucoup d'auteurs et depuis très longtemps, il est clair que les abeilles doivent avoir du sucre en abondance pour pouvoir se chauffer et survivre l'hiver, puisque l'hiver, elles se chauffent mutuellement en faisant la grappe. Et pour ce qui est des protéines, une des protéines centrales pour l'abeille, c'est la vitellogénine, qui se situe dans ce qu'on appelle les corps gras, qui sont des sacs installés sous les anneaux de l'abdomen, notamment aux parties supérieures. Et ces corps gras vont contenir des protéines, des acides aminés, etc., qui vont permettre à l'abeille d'être une bonne nourrice, une bonne cirière, résistante aux maladies, capable d'extraire de son organisme les produits toxiques qu'elle aurait absorbés, puisqu'elle dispose de protéines qui ont pour mission d'évacuer de son corps les produits chimiques toxiques. Et bien sûr, s'il y a d'un trop, ça ne marche pas, mais c'est quelque chose qu'on ne croyait pas possible. On pensait qu'il y avait que les mammifères qui étaient comme ça, et quelques travaux de recherche des années antérieures nous ont montré qu'en fait, elles possédaient cette possibilité. Et ça, ce sont les corps gras qui permettent cette fabrication de protéines. Et les corps gras, vous les voyez ici sous les anneaux de l'abeille. Vous les voyez ici. Et ici, dans cette image que j'aime bien parce qu'elle est magnifique, hein, c'est une image de microscopie électronique qui a été faite par un chercheur de l'université de Batesville aux États-Unis. Et quand je la lui ai demandé, il me l'a immédiatement envoyé un original qui permet de l'imprimer, de l'éditer, etc. Parce que m'a-t-il dit, l'État nous finançant nos recherches, nous devons rendre publics nos résultats, y compris nos images et nos données. Alors, je l'ai fortement remercié, je lui ai envoyé les bouquins correspondant à l'usage de cette image. Et vous voyez ici un varroa qui est calé sous un anneau de l'abdomen. Et ici, il y a la membrane intersegmentaire qui est souple et qui permet
la mobilité de l'abdomen et il va perforer cette membrane pour aller pomper les corps gras qui sont en dessous. Car varroa, contrairement à ce qui est souvent dit, ne vit pas essentiellement de l'hémolymphe, varroa ponctionne essentiellement les corps gras de l'abeille. C'est pour ça qu'il est un prédateur aussi redoutable, c'est qu'il va ponctionner les protéines les plus vitales, les plus importantes pour l'abeille. Et donc, lorsque nous disons « je ne vois pas de varroa sur mes abeilles », effectivement, nous ne les voyons pas puisqu'ils sont cachés sous les anneaux de l'abdomen. Et cette prédation de varroa est un souci que nous avons depuis les années 80. Nous n'avons pas résolu encore parfaitement le problème. Nous tâtonnons toujours pour trouver les meilleures stratégies, les meilleures méthodes. Et petit à petit, les choses s'éclaircissent. Année après année, on finit par avoir des solutions intéressantes, mais à renouveler parce que tout traitement, quel qu'il soit, vieillit et devient inopérant. Alors, on va nourrir parce qu'il faut qu'on arrive à passer des périodes de famine. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons une décroissance des populations qui est en cours. Il faut absolument qu'on lutte contre cette décroissance de la population pour avoir dans 40 jours, je le répète, pardonnez-moi, mais les populations capables de butiner. Il faut encore que nous ayons des abeilles de qualité, car ce n'est pas tout d'avoir des populations importantes. Encore faut-il que sur le butinage, elles résistent, qu'elles ne meurent pas en quelques jours parce qu'elles auront fait beaucoup trop de trajets et que par rapport à leur état de santé général. Donc, il faut que nous ayons des qualités d'abeilles à venir qui soient importantes et il faut qu'on travaille cette question-là. Et puis, on va être obligé de nourrir nos essaims artificiels parce qu'ils sont pauvres en butineuses et actuellement, ils ne se développent pas. Les essaims naturels vont construire pas mal. Si nous ne poussons pas à leur construction, si nous ne les aidons pas à construire, nous aurons dans quelques semaines des essaims naturels misérables. La reine n'aura pas eu d'espace pour pondre, beaucoup d'abeilles auront disparu et le renouvellement de la population ne sera pas assuré. Et puis, bien sûr, au-delà de notre période à nous maintenant, eh bien, nous devons préparer ce qui va se passer pour les réserves d'hiver, enfin pour la mauvaise saison, et qu'on ait les récoltes, les réserves ad hoc pour pouvoir passer l'hiver et avoir l'année prochaine des populations aptes à démarrer rapidement la suite des opérations. Alors, on va nourrir qui? D'abord les nourrices. Et les nourrices, ça va se nourrir avec essentiellement des protéines. Bien sûr, du sucre. Hein. Toutes les abeilles, toute la colonie sera nourrie massivement avec du sucre. Mais les protéines ne servent qu'aux nourrices. Les protéines ne servent à rien à une abeille adulte. Une abeille qui n'est plus cirière, qui n'est plus nourrice, qui est bonne pour devenir abeille d'intérieur, nettoyeuse, gardienne à l'entrée, puis butineuse, pour ces abeilles-là, les protéines ne servent pas à grand-chose. Nous apportons des protéines pour les nourrices, pour qu'elles puissent remplir leur rôle de nourrice, et pour les cirières, capables de remplir leur rôle de cirière. Voilà les deux raisons, les deux populations plutôt, que l'on va nourrir avec des protéines. Après, on va nourrir bien évidemment avec du sirop, on va apporter le carburant, le combustible, on va amener ce qui permet de chauffer, parce qu'en plus aujourd'hui il fait froid, donc il faut qu'on chauffe nos abeilles de manière importante. Et à ces conditions-là, on a des chances de pouvoir maintenir notre population et de la faire se développer. Alors, je passe sur l'eau, mais je vais en venir tout de suite sur le sucre. L'eau, bien sûr, vous avez tous l'habitude de voir des rayons de soleil sur les nez de robinet au mois de février-mars qui goûtent un peu. Vous voyez les abeilles qui sont autour en train de boire l'eau parce qu'elle est tiède. Donc, les abeilles aiment l'eau tiède et il faut que nos abreuvoirs soient vraiment en plein soleil. Alors, l'abreuvoir, c'est un problème que je ne traiterai pas aujourd'hui, qui est compliqué. Dans toutes les zones où il y a des moustiques tigres, si on entretient des abreuvoirs un peu conséquents, sans poissons et sans éléments pour pouvoir supprimer les larves des moustiques, on entretient aussi les moustiques. Donc là, pour l'instant, il y a des problèmes de santé publique qui sont posés par nos abreuvoirs. Et puis, nous devons apporter des sucres et on doit donner des sucres extrêmement purs, sachant que l'abeille digère uniquement le glucose et le fructose, qui sont des sucres simples, mais elle a les enzymes qui lui permettent de casser le saccharose pour le transformer en glucose-fructose. Et du coup, le saccharose fait partie des sucres, d'ailleurs qui se retrouvent en toute petite proportion dans les fleurs, mais que les abeilles peuvent consommer quand nous leur en donnons. Et puis, elles vont avoir besoin de protéines et d'acides aminés qui sont apportés par les pollens, qui vont devenir soit de la gelée royale, soit des bouillies nourricières, des gelées nourricières, qui vont permettre de nourrir la reine
nourrir les larves qui deviendront des reines, et puis nourrir les larves qui deviendront des ouvrières, en sachant que les protéines permettant de produire de la gelée royale sont extrêmement diversifiées, nombreuses, et que les pollens doivent être très diversifiés également. Donc, quand on a des environnements apparemment très riches en fleurs, mais de fleurs finalement pas si variées que cela, quand nous avons des colzas, quand nous avons des lavandes, quand nous avons des grandes cultures industrielles, eh bien, très souvent, on observe des carences alimentaires chez les abeilles, des problèmes sur les couvains, alors qu'on pourrait se dire, mais attendez, il y a du pollen, il y a du nectar. Alors, bien sûr, les lavandins ne sont pas très riches en pollen, puisqu'ils sont des hybrides stériles, mais néanmoins, il y a tout un ensemble de fleurs qui existent aussi en périphérie des lavandins, et malgré tout, dans un certain nombre d'endroits, les colonies présentent des carences en pollen sur leur couvain. Donc, ce qui est important, c'est que nous ayons une variété florale qui nous permette d'avoir cette variété de protéines. Or, regardez, donc vous voyez, c'était le 16 février 2016, regardez toutes ces abeilles qui rentrent avec des pelotes de pollen aux pattes, il y en a absolument partout. Or, en février 2016, on ne pouvait pas penser que c'était le moment des grandes floraisons. Encore cette année, le 2016, il avait fait beau. Donc, le sucre, pour nous, est facile à apporter puisqu'on en a chez nous en permanence. Et le sucre que nous avons, en règle générale, est un sucre de qualité. Alors, bien sûr, il y a les sucres où il n'y a pas de nom dessus, on ne sait pas d'où ils viennent, qui sont peut-être des isoméroses, des transformations de farine de blé ou de maïs qui sont transformées en sucre, puisque l'amidon est un sucre, mais indigeste pour l'abeille. Par contre, transformé par la voie enzymatique ou chimique, on obtient ainsi des sirops de glucose, on obtient des sirops de glucose, maltose, etc. On obtient des sucres. Est-ce que tout cela, c'est bon pour les abeilles? En règle générale, on estime que seul le saccharose pur peut convenir aux abeilles. Alors, le fructose, bien sûr, le glucose pur, bien sûr, mais ce sont des sucres très chers à obtenir. Donc, généralement, on se contente de leur donner du saccharose. Donc, le sucre est quelque chose que nous avons facilement et nous avons, nous, de manière classique, des sucres... attends. Alors, voilà. Nous avons comme sucre des sucres industriels issus de la betterave ou de la canne à sucre. Et ces deux catégories de sucres conviennent parfaitement aux abeilles, que ce soit ceux fabriqués par Béguincet, Einstein, Saint-Louis et d'autres sociétés de fabrication de sucre. Nous n'avons pas de soucis sur ces sucres. À une époque, on pensait qu'ils étaient porteurs de néonicotinoïdes et il semblerait qu'en fin de compte, les techniques d'extraction font que ce risque-là n'existe pas ou est à un niveau tellement faible qu'il n'y a pas de perception évidente de ce risque. Alors, les protéines sont fondamentales à cause on a déjà évoqué les corps gras, hein, qui remplissent des missions un peu identiques à celles du foie chez les mammifères. Et les protéines que nous pouvons apporter sont des protéines végétales, pas des protéines animales. Alors, j'ai vu que dans un certain nombre de produits alimentaires pour les abeilles, on y retrouve du lactose ou des produits lactés ou des albumines. C'est étonnant parce que, par ailleurs, il est plutôt expliqué dans la littérature que ce qui est d'ordre animal ne convient pas comme protéine pour les abeilles. En tout cas, pour l'instant, c'est assez simple pour nous. Les protéines que nous pouvons apporter, soit ce sont des cadres de pain d'abeille que l'on a récupérés dans les ruches au moment où elles en fabriquent le plus. Donc, c'est ce qui est extrêmement riche pour les abeilles, puisque le pain d'abeille, c'est du pollen qu'elles ont stocké en y mettant un peu de salive, un peu de nectar, avec des enzymes qu'elles produisent. Il y a une fermentation lactique qui se produit au sein de la cellule, et cette fermentation lactique produit une décomposition partielle de l'enveloppe du pollen qui rend la matière du pollen digeste pour les abeilles. Donc, on peut congeler ces rayons, c'est excellent. On peut les enduire de sucre et glace parce que ça sèche la surface et ça empêche des moisissures de se développer dessus, mais ça obère un peu la qualité du pain d'abeille. Et puis, il y a surtout ce qu'on va faire, hein, des pâtes nourrissantes à base de pollen. Donc, du pollen frais ou congelé qui va être utilisé pour
faire ses pâtes. Si vous regardez les vidéos de Céline Gobin sur YouTube, eh bien Céline Gobin nous montre comment elle fabrique ses pâtes protéinées à base de pollen. D'ailleurs, elle ne dit pas si c'est elle qui ramasse le pollen ou si elle l'achète. En sachant que le pollen doit être stérilisé puisque il est facilement porteur de maladies. Et je vous ai mis ici un candy à base de pollen qui s'appelle Candypoline. Et c'est un candy qui est avec un pollen stérilisé au rayon gamma. Donc c'est un candy qui ne présente aucun danger de ce point de vue-là. Il est extrêmement appétant. D'ailleurs, on observe que les abeilles le consomment en quantité quand on en met. Maintenant, est-ce qu'il est aussi performant que d'autres formules qui vont contenir de la levure de bière inactivée, lyophilisée, et puis de la farine de soja déshuilée et des acides aminés? Alors, pourquoi farine de soja déshuilée? Simplement parce que si elle continuait à contenir son huile, la farine se mettrait à rancir. Donc, on lui enlève l'huile, et lorsque les fabricants nous vendent des candies à base de farine de soja, de levure de bière, d'acides aminés, etc., ils rajoutent de l'huile. Parce que ça rend le produit appétant, ça rend le produit plus efficace. Alors, je ne sais pas exactement tout ce qui se passe au niveau du métabolisme de l'abeille dans ce cas-là. Tout ce que je sais, c'est que ces mélanges, acides aminés, farine de soja, levure de bière, donnent d'excellents résultats et font l'objet de beaucoup de travaux actuellement d'observation et d'analyse. Alors, on peut se poser la question, tout à l'heure je disais qu'il était important que les abeilles aient une variété de pollen pour avoir la diversité des protéines dont elles ont besoin pour métaboliser leurs propres protéines, celles dont elles ont besoin pour vivre, mais en même temps, il y a certaines protéines qu'elles ne peuvent pas métaboliser, il faut qu'elles leur soient apportées telles quelles. Et là, je m'en étais ouvert à l'INRA lors d'une réunion, et un chercheur de l'INRA qui s'appelait Alban Maisonas, qui est maintenant à l'ADA PACA, enfin en Provence-Alpes-Côte d'Azur, m'avait répondu que compte tenu de l'importance des protéines pour l'abeille, eh bien, s'il y a une carence sur certaines protéines, il faut quand même impérativement qu'il y ait une quantité considérable qui soit apportée. Et que dans ce cas-là, la quantité apportée était beaucoup plus importante que la diversité. Car on obtenait des accidents considérables si on n'avait pas de quantité de protéines suffisante. Donc nous n'avons que 2 protéines à notre disponibilité, la levure de bière et la farine de soja. Alors un de mes collègues m'a apporté l'année dernière de la spiruline, qui est c'est pas une algue, enfin je ne saurais pas dire exactement ce que c'est quelque chose qui est produit par des algues ou quelque chose comme ça. Enfin, peut-être que certains d'entre vous savent parfaitement ce que c'est, vous m'enverrez une note pour me dire ce que c'est, je le mettrai dans les attendus de réponse aux questions. Mais la spiruline est quand même horriblement chère. Il s'est trouvé que l'exercice de l'année dernière a été démonstratif. Elles ont très bien pris la spiruline, le candy fait à la spiruline, et on a eu des surfaces de candy, de couvain absolument étonnantes. Il n'y avait pratiquement pas de trous dedans, et grosso modo, j'avais en moyenne un cadre de couvain de plus que dans les autres colonies. Mais ça reste un produit extrêmement cher. Alors, on avait l'habitude d'apporter dans les candies que l'on fabriquait environ moins de 10% de protéines. Donc, c'était la pratique. On mettait 3%, 5%, éventuellement 10%, on trouvait que ça faisait déjà beaucoup. Et puis, il y avait certains candies, quand on en mettait trop, les abeilles ne le prenaient plus. J'ai observé aussi que les candies dans lesquels on met que de la farine de soja, ben on retrouve une bonne partie de la farine de soja dans le fond du nourrisseur ou dans le fond de la ruche. Et quand on a des plateaux de sol perforés avec en dessous une plaque pour couper les courants d'air, eh bien ça fait cette farine de soja fait un excellent appât pour les teignes, les fausses teignes qui se développent là-dedans de manière remarquable. Donc, j'ai été un peu surpris par l'utilisation de la farine de soja déshuilée. Et puis finalement, les travaux de recherche, et notamment Apinov, Benjamin Poirot d'Apinov a fait une vidéo sur le nourrissement. Et si vous voulez voir un peu ce qu'il explique sur ces sujets-là, avec Léandre sur une saison aux abeilles, il y a eu récemment
un très beau j'allais dire rendez-vous, une très belle interview de Benjamin Poirot sur cette question du nourrissement. Et il a évoqué le fait qu'aujourd'hui, on est plutôt en train d'expliquer qu'à moins de 15-18% de protéines, les apports que l'on fait sont finalement trop modestes et pas franchement efficaces. Donc, il faut arriver à être plutôt aux alentours de 18% de protéines dans les candies. Et actuellement, on a un certain nombre d'entreprises qui sont en train de réfléchir ou de tester ou de fabriquer même, on verra sur le marché ce qui nous sera proposé sous peu, des candies atteignant les 20%, voire les 25% de protéines. Alors la difficulté, c'est que comme les protéines ne sont pas appétantes pour les abeilles, eh bien, il faut probablement apporter énormément de miel. J'ai des collègues qui font des mélanges avec pratiquement que du miel et que des farines de soja et des farines de levure de bière. Et donc, ces candies sont un peu plus compliquées à fabriquer, un peu plus compliquées à conserver, un peu compliquées par tous les bouts. Et puis, le miel est cher. Donc, ça fait des candies qui sont relativement chères. Actuellement, on est au minimum sur 4 à 6 euros du kilo, ce type de candy. Et on va probablement voir les prix augmenter encore parce que si on y met beaucoup de miel, si on met beaucoup de protéines, ce sont des protéines, ce sont des produits qui sont chers. Surtout que dans ces mélanges, les sociétés ajoutent des éléments très importants que sont les acides aminés, dont on ne parle jamais assez, mais que nous ne savons pas apporter en dehors de ce que les sociétés peuvent nous... Alors, en dehors de ce que les sociétés peuvent nous proposer. Donc, nous ne sommes pas capables de chercher autre chose comme acides aminés que ceux qui nous sont proposés par les préparations. Et puis, ils ajoutent des vitamines, des oligo-éléments et quelques sels minéraux. Donc, si vous avez possibilité d'aller voir les vidéos d'Apinov, je vous recommande d'aller les voir, notamment celle que Léandre a fait, l'interview que Léandre a fait dans une saison aux abeilles. Alors, les marques de pâtes protéinées, voilà, je vous en ai présenté deux. La première, c'est un Belge, une société, c'est une association belge qui vend des produits de nutrition pour les abeilles. Donc, c'est Royal Care, qui vend de la levure de bière enrichie d'acides aminés, sels minéraux, oligo-éléments, vitamines, etc. Donc, c'est sous cette forme. C'est vendu en seau de 850 grammes, je crois. Et puis, ils fabriquent des candies hyperprotéinées à 10%, et je pense qu'ils vont nous proposer quelque chose avec beaucoup plus de protéines pour les temps à venir. Et puis, il y a la société Vita du Royaume-Uni. Alors, c'est chez Apinov et chez Léandre que les produits sont disponibles, et ils vendent un certain nombre de produits pour fabriquer soi-même ces candies, des pâtes protéinées toutes prêtes, des liquides à ajouter au sirop pour améliorer l'alimentation des abeilles du point de vue acides aminés, et notamment quand on se trouve en situation de floraison insuffisante. Donc, avec tout ça, nous allons travailler pour apporter à nos abeilles les compléments dont elles ont besoin. Et aujourd'hui, c'est clair, il faut leur apporter deux choses, et à part égale, du sirop, c'est-à-dire de quoi leur donner, remonter rapidement en température, satisfaire tout le monde et faire pondre la reine. C'est impératif qu'il y ait beaucoup de sucre qui circule dans la colonie, et vous savez que la colonie que l'on appelait dans les années 70 un ventre social, aujourd'hui les chercheurs utilisent un terme plus sophistiqué, un super-organisme. Eh bien, quand vous apportez du sirop en quantité dans la colonie, avant qu'il ne soit stocké, il est distribué à tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous apportez 1 litre de sirop aujourd'hui à vos colonies, qui ont probablement 30 000 ou 40 000 abeilles à l'intérieur, eh bien, pour qu'1 litre de sirop soit réparti à tout le monde, il suffit que 25 000 abeilles soient servies. Si elles n'ont rien dans le jabot fait 40 microlitres, c'est pas compliqué, 40 fois 25 000, ça fait 1 litre. Donc, vous pouvez apporter facilement 2 litres sans vous poser de questions sur ce qui va se passer en termes de stockage. Les abeilles ne vont pas stocker. Ça sera un sirop 50-50, hein, bien classique dans nos cuisines apicoles. Et les colonies vont d'un seul coup reprendre vigueur. Elles vont pouvoir chauffer en masse. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut apporter un candy pur sucre que vous pouvez mettre dans le bac du nourrisseur. Vous voyez ici
le sirop est là, le candy est de l'autre côté, mais surtout, ce qui est important, c'est de mettre un candy protéiné ou un boudin de candy protéiné de façon à ce que vos colonies aient une quantité de protéines importante qui leur soit apportée. Vous verrez qu'actuellement, ces candis protéinés sont consommés extrêmement vite, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une pénurie dans l'environnement. Par contre, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la différence avec le sirop, lui, il va être immédiatement bu, qu'il y en ait ou pas dans l'environnement. Si vous mettez 1 litre de sirop, il sera quand même consommé, même si les abeilles butinent beaucoup. Par contre, si vous mettez du candy, lorsque l'environnement apporte suffisamment de ressources alimentaires, les abeilles désertent le candy et on les retrouve dans la ruche, dans les hausses, à travailler sur ce que rapportent les butineuses. Donc, il ne faut pas avoir peur d'apporter du candy. Actuellement, vous donnez du sirop pour démarrer le nourrissement, mais très vite, vous leur donnez un candy et un candy protéiné de façon à ce qu'elles aient les protéines dont elles ont besoin actuellement pour le couvain, parce qu'il nous faut du couvain, il faut absolument que l'on avance sur ce sujet. Donc voilà, j'ai terminé sur cette partie, c'est-à-dire très simplement, nous devons donner à nos colonies du sirop en quantité actuellement. Actuellement, je fournis aux colonies pratiquement 2 fois 2 litres de sirop par semaine. Je mets du candy protéiné, un pain d'1 kilo dans chaque nourrisseur, chaque moitié de nourrisseur. Et grosso modo, le candy protéiné est mangé en l'espace d'une semaine ou un peu plus d'une semaine. Les sirops sont consommés immédiatement. Et là, maintenant, j'observe que les couvains sont en train de repartir. Alors, il y a quelques colonies pour lesquelles je ne donne pas de sirop, je laisse simplement du candy protéiné. Ce sont celles qui, pour des raisons que j'ignore complètement, sont magnifiques, très très peuplées. Elles l'étaient d'ailleurs au mois de janvier-février, elles étaient déjà sur 6-8 cotes de couvain, donc il n'y avait pas de problème, c'était des très grosses colonies. Et elles ont ramassé, chaque fois qu'elles ont pu, elles ont fait des stocks dans les hausses. Donc je n'ai pas touché aux hausses, je ne vais pas apporter du sirop, je laisse les abeilles consommer le miel qu'elles ont récolté. En tout cas, le miel operculé, elles n'y touchent pas, mais le miel non operculé, le nectar non operculé, là, elles sont en train de le consommer. Bon, on va arrêter là une seconde sur le diaporama et puis on va regarder ensemble, on va se parler ensemble. Voilà. Alors, je vais vous mettre en grand. Voilà, voilà. Faut que je vous vois parce que je ne vous vois pas en réalité quand je parle. Je ne vous vois pas. Allez, on va agrandir le truc. Voilà. Alors, je vais demander à Jean-François d'abord de me poser des questions s'il en a. Je vais lui donner la main. Toc, 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 toc. Bon. Alors, tac, 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 tac. Vas-y. Bon. Alors, il y a 3 participants qui ont levé la main. S'il y en a un qui peut prendre la parole, vous arrivez à vous exprimer ou pas? Non, apparemment non. Alors, on va redonner la parole. Tac. Allez, invité. Non, c'est pas ça, merde. Oh, c'est pénible ce bazar. Allez, allez-y. Donc, pourquoi ça ne veut pas fonctionner là? J'ai demandé la réactivation du son pour ceux qui ont levé la main et ça ne marche pas. Quand même pénible ce truc. Allez, ça y est, il y en a un pour qui ça marche. Allez, qui veut prendre la parole là? Étienne Calais? Étienne Calais, bonsoir Jean, comment vas-tu? Donc une petite remarque là au niveau des apports. Bon, au printemps, on a quand même pas mal de rentrées de pollen et tu insistes beaucoup et là je suis pas tout à fait d'accord sur les quantités de protéines qu'on va augmenter énormément. Bon, déjà c'est pas appétant et par contre c'est plus la qualité des protéines, hein. Tu parles beaucoup de quantité et la diversité en acides aminés dépend beaucoup de la diversité des plantes. Là, en région parisienne, on fait des études avec Biodiversity. Enfin, je crois que
On avait parlé. Et donc, il est vraiment important d'avoir beaucoup plus de diversité dans les plantes. Et les plantes autour des champs, par exemple, hein, sont très, très importantes. Elles n'ont pas besoin d'être en quantité très, très forte, quoi. Et moi, je pense plus, hein, les acides aminés, c'est vraiment des petites quantités qui sont nécessaires. Et moi, personnellement, je trouve que ça fait des gros apports protéinés et c'est pas forcément intéressant. Alors, Alors, qu'est-ce que tu penses? j'entends ce que tu me dis parce que je suis taxé de trop nourrir. Et j'ai ce défaut parce que je suis dans une zone qui est un désert alimentaire absolu. J'ai des photos du début du siècle et toutes les zones où mes abeilles peuvent butiner étaient à l'époque couvertes de petits bosquets, de haies euh, et de chemins agricoles en quantité. Et aujourd'hui, il n'y a rigoureusement plus rien. Tout a été nettoyé, lessivé. Les remembrements ont supprimé la totalité des haies et des bosquets. Et on a actuellement, cette année, par exemple, il n'y avait quasiment aucun colza. Il n'y a que des céréales, que des céréales, que des céréales. Et ils traitent les bordures de champs. Il n'y a plus rien pour nourrir les abeilles. Alors, bien sûr, tu as raison, je nourris trop. Et ça, je reconnais volontiers que c'est un peu un de mes défauts. Néanmoins, du point de vue pédagogique et par rapport aux stagiaires en formation, euh, je ne crains pas de leur dire de nourrir un peu de trop plutôt que d'oublier de nourrir. Voilà, c'est un peu. Alors après, effectivement, à l'expérience et quand on lit des articles, quand on suit les travaux que vous faites en Île-de-France, etc., puisque vous êtes une région du point de vue expérimentation apicole extrêmement développée, vous avez des ramifications avec beaucoup de groupements qui sont efficaces, hein, et c'est tout à fait admirable. Eh bien, c'est quelque chose qui nous intéresse parce que en vieillissant, nous apprenons à modifier nos comportements. Et je pense que tu as raison de rappeler qu'il ne faut pas trop nourrir aux protéines, mais néanmoins, je dirais dans les circonstances présentes, je pense qu'il ne faut pas se priver de le faire tellement nos colonies sont en situation de détresse. Mais là, on développe le plan pollinisateur et c'est là où il faut vraiment insister au niveau de tout le monde, que ce soit les agriculteurs, les collectivités, pour vraiment développer des bandes enherbées, des choses comme ça. Et toutes ces plantes sauvages sont particulièrement importantes. Alors moi, j'ai une anecdote là-dessus. J'habite dans la vallée de la Chimie. Ça porte bien son nom, hein. Oui. Quand j'étais petit, qu'on venait dans ce coin, il y avait les vapeurs nitreuses qui sortaient des usines qui fabriquaient l'acide nitrique, chlorhydrique, sulfurique, etc. Et au mois de novembre, les brouillards étaient brûlants. On avait les yeux qui nous piquaient, on avait les mains qui nous grattaient tellement l'acide était présent dans l'air. Et aujourd'hui, dans cette vallée de la chimie, un grand nombre de ces industries ont disparu, ce sont devenus des friches. Et j'ai un stagiaire que j'ai formé il y a une vingtaine d'années qui habite en bordure de la colline. Il est à 5-6 km des premiers champs agricoles. Il est vraiment uniquement dans une zone où il y a des industries, le Rhône, des Launes et puis des friches industrielles. Il ne traite pas, il ne nourrit pas. De temps en temps, il lui reste que 3 ruches, dans d'autres fois, il en a 10. Des années, il a beaucoup de miel, des années, il en a juste ce qu'il faut pour lui et ses filles. Mais dans un environnement qui, en fin de compte, est favorable aux abeilles, parce qu'il y a une diversité florale et constante très importante, le résultat, c'est qu'il a des colonies qui vivent finalement comme on souhaiterait les voir vivre. Et ça, c'est très important de faire ce travail auprès des collectivités pour travailler sur l'enherbement, ne pas faucher en permanence les bordures sous prétexte que les piétons marcheraient dessus, alors qu'en fait, ils ne marchent pas plus dessus que quand c'est enherbé. Et je me rappellerai toujours ce que faisait Jacques Piquet dans le département des Vosges, où il avait fait élaborer un petit catalogue des règles à mettre en œuvre pour des fauchages alternés. Et ils avaient maintenu une variété florale tout à fait intéressante dans les Vosges. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être repris. Malheureusement, bon, il a disparu, mais son travail reste. Autre question, Marie-Françoise? Est-ce que j'arriverai à prendre la parole? Monsieur Lecomte? Non. Alors,
Qu'est-ce qui veut prendre la parole là? Étienne, c'est fait. Alors, Marie-Françoise. Ah. Allez. Pose ta question. Ça y est, ça a coupé encore? C'est ça. Oui, bonjour Jean. Oui, oui, je voulais savoir combien de temps on pouvait garder sans congélateur des cadres de miel qui sont à moitié operculés et moitié avec du pollen et un peu de nectar. Est-ce qu'on peut les garder? Est-ce qu'on peut les conserver pour les donner plus tard ou est-ce que c'est mort? Ça se conserve au congélateur. C'est la seule. Oui, j'ai pas de congélateur. Ah bah alors, tu les remets dans des ruches, sinon ça va être bouffé par les teignes, ça va moisir, ça va perdre toutes ses qualités. D'accord. Il faut les remettre au congélateur ou les donner à des colonies parce qu'on n'a pas le choix. Très bien, je te remercie. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Non, apparemment pas. Je vais voir si Jean-François Solongy m'a préparé des choses. Non, je ne vois pas. Bon, bah écoutez, si c'est comme ça, on va arrêter là sur les questions. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, je m'excuse. On va passer à la suite. Donc, on va reprendre notre partage d'écran sur la suite. Alors, il arrive ce truc. Ça y est. Donc, puisque nous allons nourrir massivement et qu'on va se trouver à avoir un risque d'essaimage important, je vais vous détailler quelques essaims, quelques méthodes simples pour éviter l'essaimage naturel et permettre néanmoins d'essayer de faire quelques consommations, quelques productions de miel. Alors, la première méthode que je vous propose est de faire un essaim sur un cadre. On ne prend pas beaucoup de choses dans la colonie. On va admettre qu'elle est sur 8 ou 9 cadres, éventuellement de couvains. Donc, cette colonie sera vigoureuse, sera très dynamique et son dynamisme pourrait la conduire à essaimer. Encore qu'actuellement, il y ait très peu d'essaimage puisque nos collègues qui sont des spécialistes du ramassage d'essaims en ville ou dans la région de la métropole de Lyon constatent que cette année, ils ont 3 fois moins d'appels et 3 fois moins d'essaims collectés que les années antérieures, que les essaims récoltés sont tout petits en règle générale, sont plutôt des essaims issus de cheminées plutôt que de ruches. Donc, il y a un essaimage qui est quand même assez limité pour l'instant. Mais dans la mesure où on a beaucoup nourri, eh bien, on a en fin de compte un risque d'essaimage qui peut être très élevé. La première solution, c'est d'enlever un cadre de couvain fermé avec des couvains ouverts également, bien sûr, pour qu'on puisse avoir des larves aptes à être élevées en reine et mettre ce cadre à l'intérieur d'une ruchette entre 2 partitions réfléchissantes et isolantes. Et puis, on va mettre dessus un morceau de candy protéiné de façon à ce que la colonie puisse élever puisque la colonie puisse élever une reine. On va remettre par-dessus un morceau de réfléchissant qui va servir de réflecteur de toutes les rayons infrarouges qui pourraient partir à la verticale. Les rayons infrarouges seront renvoyés sur le couvain par les 2 partitions réfléchissantes qui sont ici. Et puis, on va laisser la ruchette loin du rucher. On va la mettre à plus de 3 km, dit-on, en principe. Sinon, on lui fait passer quelques jours dans une cave bien noire pour que la population se stabilise. Et puis, on n'y touche plus pendant 3 semaines, 1 mois, de façon à ce que s'il y a des cellules qui se fabriquent,
on ne les écorche pas en allant visiter, et quand on enlève les partitions réfléchissantes, souvent elles construisent entre la partition et le rayon, tellement la chaleur est intense que si on ouvre, on déchire la cellule. Donc il est important de bien laisser tranquille le système. On surveille simplement qu'il y ait toujours du candie, et puis on regarde un mois plus tard ce qui se passe, et en règle générale, on a une reine qui va commencer à être en ponte. La deuxième solution que je vous propose, c'est de faire un essaim sur 3 cadres, et c'est Pierre Sellier qui m'a rappelé l'intérêt de cette méthode, qui est facile à mettre en œuvre pour un amateur, notamment pour essayer de ne pas prendre la reine. Et pourquoi cette question-là se pose? C'est parce que dans cette solution-là, eh bien, si on ne trouve pas la reine parce qu'on n'est pas très doué, parce qu'on a peur, parce que, etc., on risque de mettre la reine dans l'essaim, et on risque d'avoir une ruche orpheline qui va perdre plus d'un mois de dynamique démographique. Donc, si on ne peut pas trouver la reine, cette méthode-là est une méthode qui présente un certain risque. Donc, la solution, c'est ce que Pierre Sellier nous avait déjà proposé, mais qui est une solution simplifiée, réduite. Vous faites quoi? Vous avez une colonie qui est puissante? Eh bien, vous prenez un corps de ruche que vous posez à côté. Vous allez prendre dans cette ruche puissante, vous allez prendre 3 cadres. Mince. Vous allez prendre 3 cadres de couvain avec les abeilles, sans les abeilles qui sont dessus, c'est-à-dire que vous allez secouer ces cadres de couvain au-dessus de la ruche pour que les abeilles tombent bien dans la ruche. Vous allez mettre ces 3 cadres de couvain dans le corps de ruche qui est posé à côté. Vous mettez 2 partitions réfléchissantes de chaque côté, une par-dessus, et puis vous mettez une grille à reine et vous posez sur la ruche qui possède la reine, cette ruche avec 3 cadres qui n'ont pas d'abeilles. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que dans la nuit qui suivra l'opération, ou dans la journée, enfin je veux dire dans les quelques heures qui suivent l'opération, les abeilles vont passer à travers la grille à reine, les nourrices vont passer à travers la grille à reine pour retourner sur les cadres, et en particulier, les nourrices de ces cadres vont rejoindre en partie les cadres qu'elles avaient occupés antérieurement. Une fois que cette population s'est constituée, donc on pense 24 heures après à peu près, eh bien on va déposer ce corps de ruche sur un plateau de sol que l'on va mettre à la place de cette ruche. Et cette ruche, on va la décaler de quelques mètres dans le rucher. Elle va perdre une partie de ses butineuses qui reviendront sur le plateau de sol à l'endroit qu'elle connaissait. Elles viendront renforcer cet essaim. Et même si le temps est favorable, on laisse tranquillement cette population développer une reine. Et un mois plus tard, on viendra regarder ce qui se passe. Éventuellement, si on a un problème de météo, on va nourrir les 2 colonies, puisque cette population avec sa reine, ayant perdu une bonne partie de ses butineuses, elles vont se reconstituer dans les quelques jours qui vont suivre, hein, c'est certain, mais elle va perdre une bonne partie de ses butineuses, et si la météo n'est pas favorable, eh bien, elle pourrait être mise un peu à mal, enfin, elle pourrait être un peu gênée, dérangée par le fait qu'elle n'aura pas la totalité des ressources alimentaires dont elle a besoin. Donc, on veille cela, on nourrira un peu, il n'y a pas besoin de nourrir énormément, mais c'est quelque chose qui est très simple à faire. Donc, on est sûr que la reine se trouve ici, on est sûr que là, on a avec 3 cadres un essaim qui va se développer et qui sera viable. Donc, on perd le moins possible de récolte avec une technique de cette nature, en sachant que quand on prend 3 cadres, c'est quand même une prédation très importante, surtout si c'est maintenant, enfin si c'est dans quelques semaines que l'on fait cela, on sera donc à 1 mois de la récolte du mois de juillet, donc on a quand même pénalisé fortement la colonie. La troisième chose, c'est l'éventail. Alors ça, c'est une technique que Pierre-Jean Prost, l'auteur du fameux ouvrage qui s'appelle Apiculture, qui a été très très célèbre dans les années 60. La dernière édition date d'il y a une dizaine d'années, qui a été faite par Yves Lecomte de l'INRA, qui a été fait une mise à jour. Donc, c'est une colonie très puissante dont on découvre qu'elle a des cellules royales un peu de partout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper en 3 morceaux, 3 ruchettes, pareil, polystyrène, partition réfléchissante, et on met dans chaque ruchette des cadres de couvain, et si possible, pour chacune, une cellule royale. Si par hasard on trouve la reine, eh bien on va la mettre sur un cadre de couvain, un cadre de miel dans une autre ruchette pour faire un essaim avec elle, la faire se développer
ce sera une petite population, mais là, on va essayer de mettre le plus possible de cadres, couvains et miel pour faire 3 essaims qui vont profiter des butineuses et qui seront très vite des essaims de qualité et qui seront, pour l'automne, sur 6 cadres, permettant ainsi d'avoir des populations capables de passer l'hiver dans de bonnes conditions. Alors, si vous n'avez pas trouvé la reine, eh bien, ce n'est pas compliqué. On pense, on espère. Quand on dit c'est comme ça que ça se passe, vous aurez toujours des contre-exemples en apiculture. Eh bien, ce qui est important, c'est que vous observiez quelle est la colonie qui attire le plus d'abeilles. Et on pense et on dit que c'est généralement celle où il y a la reine. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez éloigner cette ruchette dans le rucher et laisser les 2 autres profiter des butineuses, puisqu'il leur faudra, pendant environ 1 mois, vivre sans croissance démographique. Et pareil, là, si on le fait dans les temps à venir, quand le temps redeviendra beau, comme ce sont des essaims sur 3 cadres, ce sont des essaims qui, naturellement, peuvent se débrouiller à peu près tout seuls. Alors, le cas particulier des divisibles. Un certain nombre d'entre vous ont été intéressés, sans doute, par ce qu'on appelle les ruches Waré. Donc, ces petits éléments que l'on empile les uns sur les autres. Mais en divisible, on a d'autres formules. Il y a la Langstroth qui se conduit à la fois comme une divisible et en même temps comme une ruche à cadre os et corps. Et puis, vous avez les hausses superposées, puisque Nico fabrique désormais des hausses d'Adam avec 10 cadres, avec 9 cadres, avec 8 cadres. Donc, avec cette variété de possibilités sur les hausses Nico, on peut faire des divisibles en hausse Nico. Donc, lorsque vous avez développé vos populations en les ayant suffisamment boostées pour qu'elles soient rapidement sur 3 voire 4 éléments, eh bien, tout simplement, on prend un élément, on veille à ce qu'il y ait dedans, à l'intérieur, des cadres de couvain ouverts, des cadres de couvain fermés, et puis cet élément, on le pose sur un plateau de sol, et l'ensemble de cet élément et du plateau de sol, avec un toit, un couvre-cadre et un toit, eh bien, on l'emmène au plus loin. Alors, si on a la possibilité de trouver la reine, il est mieux, bien évidemment, de la laisser dans les 3 éléments ou les 2 éléments restants. Mais si par hasard, elle était dans l'élément que l'on a emporté, très rapidement, on s'apercevrait qu'elle continue à se développer, alors que normalement, il devrait y avoir un ralentissement du développement de cet élément, et que c'est dans les autres éléments qu'on observe le ralentissement. Donc, si on est arrivé à laisser la reine dans les 3 éléments qui restent, eh bien, à ce moment-là, on va avoir une récolte qui sera tout à fait possible en fin de saison, c'est-à-dire au mois de juillet. Et puis, pour terminer sur cette thématique, comment est-ce qu'on conduit les essaims? Eh bien, s'ils n'ont pas de reines, si nous n'avons pas possibilité d'apporter des reines, soit des reines prêtes à naître, soit des reines fécondées, eh bien, ils vont construire très doucement, ils vont se développer doucement. Donc, il est important de leur apporter des cadres bâtis. Si on n'en a pas, bien sûr, on apportera des cadres cirés, mais il faut toujours leur apporter des cadres bâtis. C'est le meilleur, c'est ce qui permet d'aller le plus vite. Il faut impérativement que tous ces essaims soient environ sur 5 ou 6 cadres en fin de saison, c'est-à-dire fin septembre, pour qu'ils puissent se développer encore sur octobre, de manière à ce qu'ils aient une population jeune, des abeilles qui vont naître, qui n'auront pas de charge de stockage, qui vont rester telles qu'elles sont, prêtes à être nourrices pour le mois de janvier. C'est très important d'avoir cette perspective parce que nous avons actuellement un problème avec des hivers trop chauds et donc des populations qui ne connaissent pas des arrêts de ponte. Or, l'arrêt de ponte est intéressant pour nous parce qu'au mois de décembre, au mois de novembre, ça dépend un peu des régions et des années et des météos. Si on a un arrêt de ponte à ce moment-là, on peut faire un traitement par dégouttement à l'acide oxalique et on obtient un excellent résultat sur contre-varroa. Et ça j'en ai pas parlé beaucoup, mais traiter contre varroa et être strict sur le traitement contre varroa, c'est quelque chose qui est indispensable. Et puis, si on a des populations qui ne sont pas assez développées, eh bien, on peut utiliser des colonies qui sont un peu faiblardes, qui n'ont pas produit de miel, qui ne se développent pas bien, etc. C'est souvent ce que font les professionnels quand ils observent des colonies qui n'ont pas fait de récolte de printemps. Eh bien, ils les poussent en les nourrissant avec des sirops légers, de façon à ce qu'elles produisent de l'abeille, elles produisent des cadres de couvain, et ces cadres de couvain serviront à renforcer les essaims
Alors, il faut bien sûr que les colonies soient en bonne santé, parce qu'il n'y a rien de pire que des cas de couvains malades, et ils transmettent la maladie immédiatement à tous les essaims dans lesquels on les met, donc c'est la mort des essaims qu'on a fabriqués. Donc, il faut être sûr de la qualité sanitaire de ces essaims, de ces colonies, pour faire cette manip. Mais si on a des colonies en bonne santé, on va pouvoir utiliser ces cartes de couvain pour renforcer les essaims un peu faibles. Et puis, le traitement contre varroa, bon, le plus commode pour nous et le plus efficace quand on fait des essaims, c'est le traitement à l'acide oxalique par dégouttement. Donc, il y a les spécialités qui sont à utiliser, le varomède, l'oxybi et la pibioxal. Eh bien, sur les essaims, on va leur mettre 5 millilitres par intercadre occupé par les abeilles. Donc, il ne faut pas augmenter les doses, il faut bien rester strict sur les quantités. Et on va le faire au moment où la reine étant fécondée, étant née et puis fécondée, sa ponte est en train de démarrer, mais il n'y a pas encore de couvain operculé. Donc là, on a un très bon résultat sur les colonies. Alors bien sûr, vous allez me dire, la reine en prend un coup sur la tête. Si par hasard, vous la mettez de côté quelques minutes, le temps d'arroser et ensuite de la remettre, qu'elle ne soit pas arrosée par vos soins directement, elle sera bien évidemment probablement touchée par l'acide oxalique via ses collègues, mais c'est le moment où il faut absolument faire ce genre de traitement. On n'a pas le choix, on vit avec ce parasite, il faut surveiller l'infestation, il faut traiter sérieusement et traiter avec des produits autorisés. J'insiste là-dessus parce qu'il y a tellement de choses qui se font actuellement, qui sont en dehors de la réglementation, que le boomerang qui pourrait nous revenir dans la figure, c'est que ce ne sont pas les grands industriels du miel qui nous vendent un miel frelaté, ce sont les amateurs qui vendent des miels dans lesquels on va retrouver des produits chimiques toxiques, des produits chimiques interdits par la réglementation. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce thème de l'essaimage. Je n'ai pas développé immensément ce sujet parce que mon objet n'était pas de vous donner une information très détaillée là-dessus, mais c'était pour vous donner quelques astuces, quelques techniques qui vous permettraient de rapidement contrôler vos problèmes d'essaimage. Alors, je vais essayer de faire mieux marcher le partage d'écran, pas le partage d'écran, mais la discussion. Alors, allez, je vais vous permettre de réactiver vos micros. Jean-François, tu peux prendre la parole? Oui, est-ce que vous m'entendez? Ça y est? Oui, je crois que c'est passé. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui. Donc, on a eu des questions tout à l'heure, mais comme j'étais bloqué, je n'ai pas pu te les faire passer. Je reviens un tout petit peu en arrière par rapport aux questions. Il y avait des questions sur le soja et les OGM, sur le nourrissement. Est-ce qu'il y avait des OGM dans le soja? Est-ce que c'était dangereux ou pas? Ça, c'était une première question. Il y avait la question sur la farine de pois chiche. Est-ce qu'on pouvait nourrir avec de la farine de pois chiche? Question qui a été posée. Est-ce qu'il fallait retirer les hausses pour nourrir? Et est-ce que, comme c'était assez miséreux en ce moment, il fallait retirer les hausses et mettre des nourrisseurs à la place? Est-ce qu'on pouvait mettre du miel congelé? C'est une question qui a été posée. Et à nouveau posée, c'est est-ce qu'on pouvait nourrir alors que la hausse était présente sur la ruche? Alors, c'est pour le nourrissement. Premièrement, actuellement, les colonies sont suffisamment affamées pour que si on leur met du sirop sur la tête, elles n'aillent pas le stocker. Ça, c'est une première chose qu'il faut bien avoir en tête, sauf à ce que vous soyez dans une région où les abeilles butinent. Chez nous, c'est sec comme pas possible. Les rayons, il n'y a rien dedans. Donc, si les abeilles ont faim, on peut leur donner à manger, même s'il y a des hausses. D'ailleurs, les hausses étant vides, je vois pas, vous verrez vite si elles se remplissent. Si elles se remplissent, vous arrêtez de nourrir. Hein. Ça, c'est évident. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous craignez effectivement qu'il y ait quelque chose de délétère qui se passe de ce côté-là, vous pouvez toujours mettre la hausse sur le couvre-cadre, hein, en enlevant les passages, puisque couvre-cadre en bois ou couvre-cadre en plastique, il y a des passages possibles. Vous pouvez toujours remettre la hausse sur votre couvre-cadre et ça vous évitera de manipuler indéfiniment ces objets, les transporter, les ramener, ainsi de suite. OK. Les colonies nourries avec des farines de soja. Alors, je ne peux pas vous dire si le micro-soja qui nous est vendu, qui vient d'Espagne, est OGM ou pas OGM. On verra si les abeilles se mettent à avoir des antennes vertes sur la tête, mais pour l'instant, je ne sais pas si ce micro-soja pose problème de ce point de vue-là. En principe, il est vendu sans OGM. Bon, c'est ce qui est écrit sur le sac.
Après, j'ignore exactement comment les choses sont faites. Mais j'espère qu'il y a un minimum de contrôle quand même par l'administration sur la qualité de ce qui nous est vendu. Autre question, c'était de savoir si on pouvait nourrir avec la hausse. Il y avait la question des pois chiches et des OGM. Et puis, le cadre de miel congelé, est-ce qu'on pouvait utiliser les cadres de miel congelés? Et là, il y avait une question aussi, c'est comment savoir que la colonie était en souffrance alimentaire? Comment on savait qu'elle était affamée? Ah ben, il y a un truc très simple, c'est quand on les visite, il n'y a plus de miel, il n'y a plus de miel autour du cou. Hein. Les surfaces de miel ou de nectar sont quasiment nulles. Alors, moins du point de vue pollen, parce qu'on a quand même beaucoup de rentrées de pollen. Donc, ce n'est pas le pollen qui pose le plus de problèmes actuellement, c'est davantage le nectar.